Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liédo est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Ce matin, nous changeons, allez, un pas de côté. Oui, si nous parlions nourriture, mais oui. Nous aimons manger. Oui. Ici, autour de la table, nous aimons bien manger. Bien manger. Et le manger français, mais traditionnel, a un peu disparu, non? Enfin, non, pas vraiment quand même. Mais un peu, en tout cas, il y a des évolutions, Jean-Jacques. Il y a des évolutions. Et à l'heure où nous allons collectivement nous affairer autour de notre barbecue, autour de notre plancha pour profiter de nos vacances d'été, il y a quand même une question qui se pose. Quand on regarde les plats qui sont quand même les incarnations de la France sur une table, le coq au vin, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau. Alors c'est pas très été, c'est sûr, mais tout ce patrimoine culinaire hérité de nos grands-mères séduit de moins en moins. Il y a un chiffre qui le prouve, seuls 28% des jeunes nés après 1996 disent apprécier une banquette. 28%. Une blanquette de veau, oui, mais encore faut-il qu'ils sachent ce qu'est une blanquette de veau. Mais c'est là où il y a une évolution, parce que c'est quand même 12 points de moins que leurs grands-parents. Pourtant, 92% des Français disent avoir une très bonne opinion de la gastronomie hexagonale. Donc en réalité, on l'adore, mais on la cuisine de moins en moins. Dans les brasseries, par exemple, comme quoi c'est très ancré, certains plats comme l'andouillette ou le pot-au-feu disparaissent peu à peu des cartes. Aller trouver un pot-au-feu en hiver dans un restaurant, c'est de plus en plus rare. En revanche, à la place, des burgers, des tapas, 85% des restaurants français proposent des burgers, ce symbole quand même totalement importé des États-Unis. Et c'est quand même un vrai changement de paysage. Pendant que le burger s'impose, le pain, par exemple, et le vin, eux, s'effritent totalement. Le chiffre est sidérant. On mange 2 fois moins de pain qu'en 1950 et on boit 2 fois moins de vin qu'en 1970. Allez, vous regardez tout cela d'un œil sceptique. Mais sceptique, je regarde surtout cela avec un regard gourmand, parce qu'en réalité, on assiste à un développement gastronomique absolument fantastique. D'abord, bien sûr que la mondialisation est passée dans nos assiettes. Évidemment, Paris, capitale de la gastronomie, elle est clairement devenue la ville où la cuisine du monde est excessivement représentée. On a plus de 1000 restaurants italiens dans la capitale, plus de 750 restaurants japonais, 420 restaurants chinois. Et partout en France, regardons, les recettes traditionnelles se sont faites totalement dépasser par les nouvelles tendances. La pizza supplante la crêpe, le kebab remplace le jambon beurre, et le McDo a évidemment remplacé le bistrot de quartier. Ce chiffre est toujours sidérant, je m'en remets jamais, et je crois que j'ai quand même participé à sa construction un peu. En 2024, la France comptait plus de 1500 McDo contre à peine 100 en 1990. On peut le regretter. 1500 McDo. C'est sidérant. Et je vous dis, j'ai quand même participé malheureusement à ce chiffre d'affaires. Mais on peut le regretter, mais ces lames de fond sont aussi quand même le reflet de nos modes de vie. C'est vrai, le quotidien est plus agité, le temps de cerveau disponible quand même toujours plus réduit, une équité des tâches à la maison, une blanquette, un bœuf bourguignon, un pot-au-feu, ça mijote des heures. Un burger, c'est fait en une demi-heure et ça s'engloutit en 10 minutes. Les cuisines traditionnelles souffrent aussi de la rapidité quand même de nos quotidiens. Le snacking, les livraisons express, pardon de le dire, mais commander un pad thai ou un tacos, c'est quand même beaucoup plus simple que de préparer un pot-au-feu. Et puis quand même la question du prix, c'est essentiel et on en parlait à l'instant dans ce studio. Un menu kebab ou un burger, ça tourne autour de 10 €. Une bonne cuisine française, du fait maison, ça coûte plus cher parce que ça demande plus de travail humain, ce ne sont pas les mêmes produits et même la fiscalité ne l'encourage pas parce qu'un fast-food en réalité bénéficie du même taux de TVA réduit qu'un bistrot qui épluche encore tous ses légumes. Alors notre gastronomie change, se mondialise, s'adapte, mais c'est ça qui est extraordinaire. Après tout, le hachis parmentier, si on s'y penche, n'existerait même pas sans la pomme de terre qu'on importait du Pérou à l'époque. Et puis tous les grands chefs français rayonnent dans le monde en grande partie parce qu'ils ont voyagé pendant des années et des années avant de s'installer totalement en France. C'est le cas de Gagnère, c'est le cas de Ducasse, c'est le cas de Robuchon, de Marx, de Savoie. En réalité, la cuisine française ne disparaît pas, elle mute, elle s'inspire, elle s'ouvre et c'est ça qui est extraordinaire dans notre pays. Oui, rien n'est plus français que de picorer un peu partout pour sa propre recette. Exactement. C'est votre conclusion. C'est ça, mais exactement ça. Bon, vous êtes d'accord, Jean-François? Oui, tiens, après la canicule, je vais préparer un petit veau aux olives, Jean-Jacques. Ah, c'est bon. C'est bon, le veau aux olives. Est-ce que c'est totalement français, le veau aux olives? Je suis très surpris. C'est un peu corse, vous savez. C'est un plat national corse. Maxime Liédo, je suis très surpris parce que vous révélez, c'est très intéressant. J'étais persuadé qu'il y avait un retour tradit du bistrot, de la cuisine française, et que ça redevenait très tendance. Le succès de Top Chef, des émissions culinaires. Et tous les grands chefs, d'ailleurs, un peu baissé, là. Moi qui suis passionné et qui ai la chance d'aimer vraiment la cuisine à un point extraordinaire, tous les élèves des grands chefs qui ont travaillé pendant 10-15 ans avec Ducasse, généralement quittent ces grandes maisons précisément après pour aller ouvrir un petit bistrot, pour aller ouvrir le restaurant de quartier, pour aller sauver le restaurant que la grand-mère du village était en train de redresser. Et c'est
quand même des cartes toujours extraordinaires avec des prix raisonnables. C'est ça aussi qui séduit, je pense, dans l'esprit bistrot, c'est qu'on retrouve des cartes avec des prix décents. Et puis vous avez, après la vague du fast-food, vous l'avez bien décrite, vous avez aussi l'ubérisation de la nourriture avec les livraisons express le soir, la facilité, l'accélération du temps. Et c'est vrai que tout ça nuit peut-être à notre... coup de téléphone et ou sur votre appli, sur votre smartphone, vous appuyez, plus tard, vous avez quelqu'un qui vous lit 20 minutes après, vous avez votre plat. Et ça nuit à la tradition. Il faut retrouver les fils de la tradition et le temps des choses et de faire de la vraie cuisine. Après, il y a quand même, dans tout ce qu'on dit, il y a un avantage. C'est vrai que l'ubérisation, ça dépend ce qu'on y commande. Si c'est pour aller commander, en effet, les marques de fast-food qu'on a citées, c'est problématique. Mais de plus en plus de grands restaurants assument d'avoir l'application et de dire, en réalité, si c'est un moyen, en réalité, de se développer un peu plus que d'habitude, vous avez de grands restaurants français, de grands bistrots qui vous préparent des plats vraiment totalement classiques à 10 minutes de chez vous et qui sont apportés en scooter et à vélo. C'est-à-dire que même les grandes tables et les esprits quartiers sont sauvés par ça. De plus en plus. Merci, 8h18. Merci, messieurs. 8h18, vous êtes sur Antenne de Sud Radio. Je rappelle qu'Amélie de Montchalin sera notre invitée ministre des Comptes Publics. Et ça tombe bien. Dans quelques jours, nous saurons à quelle sauce, si je puis dire, puisque nous parlions de cuisine, nous saurons manger, sauce fiscale ou autre, dans le budget 2026. Il est 8h19.